Je me souviens encore de ce jour comme s'il était gravé dans mon âme. Je m'étais levé tôt, comme à mon habitude, pour préparer le petit déjeuner avant que Matteo ne parte pour son lycée. Paris s'éveilla sous un ciel gris ce matin-là, l'un de ces matins typiques de novembre où le froid s'infiltre par les interstices des fenêtres et te fait douter de l'opportunité de sortir. J'ai préparé un chocolat chaud, le préféré de Matteo, accompagné de tartines frottées avec de l'huile d'olive et des tomates râpées. Je l'ai vu déjeuner tout en relisant ses cours de mathématiques. Il avait un examen dans l'après-midi et voulait revoir ses équations une dernière fois. À 15 ans, mon fils manifestait déjà une discipline que, à 42 ans, je n'arrivais pas encore à m'imposer. Et n'oublie pas que j'ai l'entraînement de foot après les cours, m'a-t-il lancé en prenant son sac sur l'épaule. Je serai de retour vers 6 heures. Je lui ai déposé un baiser sur le front et j'ai regardé son dos s'éloigner dans le couloir, en direction de l'ascenseur. Je ne savais pas que cette image, celle de sa silhouette s'effaçant tandis qu'il ajustait ses écouteurs, resterait figée dans ma mémoire comme le dernier moment de normalité de notre vie. La journée s'écoula comme une autre. Je travaillais à domicile comme graphiste, répondais à quelques appels clients et préparais des propositions. J'ai déjeuné en regardant les actualités à la télé, où l'on évoquait les prochaines élections municipales et la tempête qui s'annonçait pour le week-end. Tout n'était que routine, cette habitude confortable et prévisible que l'on chérit tant lorsqu'on s'en aperçoit de son absence. Jusqu'à ce que le téléphone sonne à 5h10 de l'après-midi. Un numéro inconnu. J'ai décroché sans imaginer que cet appel allait scinder ma vie en 2 temps irréconciliables, avant et après. Madame Dubois? Mère de Matteo Dubois-Lefebvre? La voix à l'autre bout était formelle, mesurée, comme si elle lisait un script préparé pour annoncer de mauvaises nouvelles. Je suis le docteur Legrand, de l'hôpital de la Paix. Votre fils a été victime d'un accident pendant le cours d'éducation physique. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le médecin a continué, mais ces mots arrivaient fragmentés à mes oreilles, coup à la tête, perte de connaissance, scanner cérébral, état critique. Je me suis mise à bouger comme une automate. J'ai attrapé mes clés, mon sac et mon téléphone. J'ai dévalé les escaliers, car attendre l'ascenseur m'apparaissait insurmontable. Je ne sais comment j'ai conduit jusqu'à l'hôpital sans provoquer un autre incident. Mon esprit était un tourbillon de pensées incohérentes et de prières inachevées adressées à un Dieu en qui j'avais cessé de croire depuis des années. S'il te plaît, qu'il aille bien. S'il te plaît, que ce ne soit pas grave. S'il te plaît, ne me l'enlève pas. L'hôpital de la Paix s'élevait tel un bastion de béton et de verre. J'ai garé ma voiture où j'ai pu et j'ai couru vers les urgences. La salle d'attente ressemblait à un limbe où le temps semblait suspendu. D'autres personnes attendaient, le regard vide, typique de ceux que la situation a menés aux confins de l'espoir. Je me suis approchée du comptoir et j'ai prononcé le nom de mon fils d'une voix tremblante. On m'a fait patienter 25 minutes qui parurent des heures. Finalement, le docteur Legrand est apparu. C'était un homme d'environ 50 ans, avec des tempes dégarnies et des cernes trahissant de longues nuits de garde. Il m'a conduite dans une petite salle privée et j'ai su, à la manière dont il a refermé la porte derrière nous, que la nouvelle ne serait pas bonne. Matteo a subi un traumatisme crânio-encéphalique sévère, expliqua-t-il. Pendant le cours d'éducation physique, il a reçu un ballon en pleine tempe, est tombé et s'est cogné la tête contre le sol. L'impact a provoqué une hémorragie interne. Nous avons opéré en urgence pour réduire la pression intracrânienne, mais... Il fit une pause, cherchant les mots justes. Votre fils est dans le coma, Madame Dubois. Son état est critique, mais stable. Je crois que j'ai crié. Ou peut-être ai-je pleuré. Je ne m'en souviens plus vraiment. Tout ce dont je suis certaine, c'est que mes jambes m'ont lâché et j'ai dû m'agripper au bord d'une table pour ne pas m'effondrer. Le médecin m'a expliqué que les 48 heures à venir seraient décisives, qu'il ne pouvait prédire quand, ou même si, Matteo se réveillerait, et qu'il faudrait réaliser d'autres examens pour évaluer l'étendue des lésions cérébrales. Lorsque j'ai enfin pu revoir mon fils, je ne le reconnaissais presque plus. Il était connecté à des machines qui bipaient, des tubes entraient et sortaient de son corps. Sa tête, partiellement rasée et bandée, son visage gonflé et pâle. Je me suis assise près de lui, j'ai pris sa main dans la mienne et j'ai laissé les larmes couler librement. À cet instant,
j'ai compris que j'avais besoin de soutien, que je ne pourrais pas affronter cela seule. Les doigts tremblants, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de ma mère. Elle, ma demi-sœur Carmen et le reste de la famille étaient en vacances en Bretagne, visitant la côte de la Mort, savourant fruits de mer et cidre. Ce n'était pas le meilleur moment pour les déranger, mais existe-t-il vraiment un bon moment pour une tragédie ? En attendant qu'il décroche, j'observais la poitrine de Matteo se soulever et s'abaisser au rythme imposé par le respirateur, comme si même l'acte de respirer lui avait été arraché. La sonnerie du téléphone résonnait, presque irréelle dans l'atmosphère aseptisée de l'unité de soins intensifs. 4, 5, 6 tonalités. J'étais sur le point de raccrocher quand j'entendis la voix de ma mère. « Anna ? Qu'est-ce qui se passe, ma fille ? Nous sommes sur le point de sortir dîner. » Je pouvais entendre des rires et des conversations en fond, le tintement des verres et des couverts. La normalité de ce son contrastait brutalement avec le silence solennel de la chambre d'hôpital où je me trouvais. Maman, arrivée jetant bien que mal, ma propre voix me paraissant étrange, brisée. C'est Matteo. Il a eu un accident au lycée. Il est dans le coma. Les mots s'échappèrent comme des pierres de ma gorge, chacune plus lourde que la précédente. Un silence bref mais révélateur s'installa. Puis, ma mère soupira. Ce ne fut pas un soupir de choc ni de douleur, mais plutôt un soupir d'inconvénient. Oh, Anna, quelle malchance. Juste au moment où nous passons un si bon moment ensemble. Et avant que je ne puisse répliquer, je l'entendis raccrocher et dire à quelqu'un, c'est Anna, elle dit que Matteo est à l'hôpital. Quelque chose au sujet du lycée. Je restai sans voix. Quelque chose au sujet du lycée ? Est-ce ainsi qu'elle décrivait le combat de son petit-fils entre la vie et la mort ? Une pointe de douleur me transperça, non pas pour moi, mais pour Matteo, si peu semblait compter pour sa propre grand-mère. Eh bien, ma fille, tu sais comment c'est, reprit ma mère d'un ton pratique. Les jeunes se cognent toujours. Il se réveillera sûrement vite et ce ne sera qu'un mauvais rêve. Dans sa voix, il n'y avait aucune inquiétude réelle, juste la hâte mal dissimulée de celle qui a d'autres choses à faire. Au loin, le bruit des couverts et des conversations continuait, comme si rien n'était arrivé, comme si mon monde ne s'effondrait pas à des centaines de kilomètres. « Maman, c'est grave », insistai-je, serrant le téléphone avec tant de force que j'eus peur de le casser. Les médecins ne savent pas s'il va se réveiller. Même s'il le fait, il pourrait avoir des séquelles irréversibles au cerveau. J'ai besoin de vous ici. J'ai besoin de la famille autour de moi. Un nouveau silence. J'imaginais ma mère, assise dans ce restaurant avec vue sur l'Atlantique, calculant le coût de devoir interrompre ses vacances, l'ennui de devoir quitter Paris plus tôt que prévu. Anna, ma chérie, tu sais bien que nous ne pouvons pas partir maintenant. Nous avons payé l'hôtel d'avance, c'est non remboursable. Et Carmen a organisé toute cette escapade avec tant de soin. Nous serons de retour dans 4 jours. Les médecins pourront s'occuper de lui jusque-là, non ? L'incrédulité me laissa muette quelques instants. Ma mère se préoccupait-elle réellement de l'argent d'un hôtel alors que son petit-fils se débattait entre la vie et la mort ? Avant que je ne puisse répondre, j'entendis une autre voix, ma demi-sœur Carmen avait décroché. « Anna, salut. Maman dit que Matteo est à l'hôpital. Quelle galère. Mais il ira bien, non ? Les ados sont résistants. » Son ton était léger, presque enjoué, comme si nous parlions d'un simple rhume. Au fond, j'entendis la voix de son fils, Ravière, demandant s'il pouvait déjà commander le dessert. « Il est dans le coma, Carmen, rétorquai-je, chaque mot me lacérant comme un poignard. On ne sait pas s'il va s'en sortir. Oh, toujours si dramatique, répondit-elle d'un rire qui me glaça le sang. Tu te rappelles quand Javi est tombé d'un cheval l'année dernière ? Je croyais qu'il s'était brisé le cou, et le voilà, engloutissant sa 2e portion de poulpe à la feria. Les ados sont faits en caoutchouc, tu verras. Je n'en revenais pas de l'insouciance avec laquelle elle comparait une chute sans gravité à un sévère traumatisme crânien. La colère commença à bouillonner en moi, se mêlant à la désespérance et à la peur. Carmen, ce n'est pas pareil. Matteo est sous ventilation. Son cerveau est enflammé.
Les médecins évoquent des séquelles permanentes s'il survit. Comprends-tu ce que je te dis? Mon fils pourrait mourir cette nuit. Un silence gêné s'installa, interrompu seulement par le murmure des conversations dans le restaurant. Un instant, je crus que mes paroles avaient enfin pénétré, que l'on comprenait l'ampleur de la situation. Puis, Carmen soupira. Écoute, Anna, nous avons tous nos problèmes. Je traverse moi-même une période difficile avec mon divorce et tout ça. Ces petites vacances sont exactement ce dont j'ai besoin pour décompresser. Tu ne peux pas nous attendre pour tout laisser tomber, les médecins exagèrent toujours pour se protéger. Je sentis quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement la douleur ou la déception, mais la réalisation brutale que j'étais complètement seule dans cette épreuve. Que ceux qui auraient dû me soutenir, ma famille, considéraient l'hospitalisation de mon fils comme une contrainte, une interruption fâcheuse dans leur agenda de loisirs. Passe-moi le téléphone encore une fois, entendis-je ma mère dire au loin. Carmen lui renvoya l'appel. Anna, écoute, reprit ma mère d'un ton autoritaire qui avait toujours mis fin aux disputes, nous ne pouvons rien faire d'ici. Si nous allions à Paris maintenant, qu'est-ce que ça changerait? Matteo resterait dans le coma, les médecins feraient leur travail, et nous resterions assis dans une salle d'attente à dépenser dans un hôtel de luxe. Tu pourrais rester chez moi, suggérai-je d'une voix à peine audible. Il y a largement de la place. Tu sais bien que ta maison est trop loin du centre, répliqua-t-elle rapidement. Et je ne vais pas prendre le métro ou le bus à mon âge. Écoute, nous ferons comme suit, nous suivrons notre plan, nous reviendrons dimanche comme prévu, et je passerai voir Matteo. D'ici là, il ira sûrement mieux. Chaque mot était comme une gifle. Je n'arrivais pas à croire que nous en soyons arrivés là, que ma mère négocie sa présence comme s'il s'agissait d'un simple formulaire administratif. Ne t'embête pas, répondis-je enfin, surprise par la froideur de ma propre voix. Si Matteo meurt avant dimanche, je t'enverrai un message pour que tu ne te rendes pas inutilement au centre. Anna, ne sois pas ainsi, protesta ma mère. Tu es bouleversée, je le comprends. Mais ce n'est pas juste de nous faire sentir coupables pour quelque chose que nous ne pouvons contrôler. Tu verras, tout s'arrangera. Matteo est jeune et fort. À cet instant, une infirmière entra dans la salle pour vérifier les constantes de Matteo. Elle me fit un geste indiquant que le temps de visite touchait à sa fin. Je devais partir. Je dois raccrocher, dis-je en interrompant ce que ma mère était en train de dire. L'infirmière doit revoir Matteo. D'accord, ma fille. Essaie de te reposer. Tu sais que trop t'inquiéter n'aide personne. Je t'appellerai demain, peut-être, répondit-elle, et je pouvais presque sentir le soulagement d'échapper à son dîner et à son verre de vin. Ne t'embête pas, murmurai-je, mais je crois qu'elle avait déjà raccroché. L'infirmière, une femme d'environ 30 ans aux cheveux tirés en un chignon strict, me regarda avec compassion en vérifiant la perfusion de Matteo. Famille, demanda-t-elle en désignant le téléphone toujours en main. On est supposé être là, répondis-je amèrement. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Parfois, il est difficile pour les gens de savoir comment réagir dans ces situations, offrit-elle en ajustant un paramètre sur l'un des moniteurs. Certains s'éloignent parce qu'ils ne savent pas quoi dire ou faire. Ou parce qu'ils ont une réservation pour un dîner de poulpe à Finistère, lançai-je, tentant de faire passer cela pour une blague, mais les larmes que j'avais refoulées finirent par déborder. L'infirmière Lucie, lisais-je sur son badge, me tendit un mouchoir de sa poche. Vous pouvez rester 10 minutes de plus, murmura-t-elle. Après, vous devrez sortir jusqu'à demain, mais je parlerai au docteur Legrand pour que vous puissiez passer la nuit dans la salle des proches. Elle est juste à côté de lui ici. J'acquiesçai, reconnaissante de ce petit geste d'humanité, si rare au sein de ma propre famille. Quand Lucie partit, je repris la main de Matteo entre les miennes. Elle était froide, immobile, si différente de la main agitée que je connaissais, toujours tapotant sur n'importe quelle surface, incapable de rester en place. Nous sommes seuls dans cette épreuve, mon amour, lui murmurai-je. Mais nous allons nous en sortir. Je te le promets. Et même si je savais qu'il n'était probablement pas en mesure de m'entendre, je voulais croire qu'à un certain niveau, Matteo ressentait ma présence, ma détermination, mon amour inconditionnel.
Ce soir-là, assise dans un fauteuil inconfortable de la salle des proches, je consultais mon téléphone encore et encore. Pas d'appel manqué, ni de messages s'enquérant de Matteo. Seulement des notifications des réseaux sociaux et quelques mails professionnels. À minuit, cédant à une impulsion, j'ai ouvert Instagram. La première publication qui apparut était celle de Carmen, une photo de toute la famille autour d'une table chargée de fruits de mer, verres de vin levé et sourires éclatants. La légende disait, rien de tel qu'une famille réunie. Ces moments n'ont pas de prix. #famille Lefebvre, #Bretagne authentique, #vacances parfaites. J'ai éteint mon téléphone, incapable de continuer à regarder. Le contraste entre cette image de bonheur insouciant et ma réalité hospitalière était trop douloureux. J'ai essayé de dormir, mais le sommeil refusait de venir. À la place, la conversation avec ma mère et Carmen se rejouait en boucle dans ma tête, chaque mot révélant la fragilité de liens familiaux que je croyais solides. Au détour d'une de ces nuits, en fixant le plafond fissuré de cette salle impersonnelle, j'ai compris qu'une chose fondamentale avait changé en moi. Ce n'était plus seulement la peur pour Matteo, ni l'angoisse face à un futur incertain. C'était la certitude que, quoi qu'il arrive, je ne verrais plus jamais ma famille de la même manière. Certaines blessures, compris je, ne cicatrisent jamais vraiment. Les jours à l'hôpital prirent une allure étrange, un limbe où le temps s'écoulait différemment du monde extérieur. Je me levais tôt dans la salle des proches, me lavais le visage dans la petite salle de bain commune et descendais à la cafétéria pour un café qui ne parvenait jamais à chasser ma fatigue. À 8 heures précises, on m'autorisait à voir Matteo pendant 1 heure. Ensuite, je sortais, attendais dans les couloirs ou parfois dans le petit jardin intérieur de l'hôpital, jusqu'à ce que l'on me permette de rentrer à midi. Et ainsi de suite, dans des cycles d'attente et de courtes visites qui rythmaient mes journées. Chaque matin, le docteur Legrand passait. Ses comptes rendus étaient techniques, mesurés, toujours à l'équilibre précaire entre ne pas donner de faux espoirs et ne pas écraser ceux qui subsistaient. L'inflammation cérébrale diminue lentement, m'expliqua-t-il au 3e jour. C'est une bonne nouvelle, mais il est encore trop tôt pour établir des pronostics. Je m'accrochais à ces paroles comme un naufragé à une planche au milieu de l'océan. Lucie, l'infirmière du premier jour, s'avéra être un soutien inattendu. Elle trouvait toujours un moment pour m'apporter un thé ou pour rester quelques minutes de plus que nécessaire en vérifiant Matteo. Mon frère a été dans le coma pendant 3 semaines après un accident de moto, me confia-t-elle un après-midi. Aujourd'hui, il est professeur d'éducation physique et père de 2 enfants. Elle raconta son histoire sans le ton forcé d'une consolatrice, mais avec la sincérité de celle qui a traversé ce même vallon d'ombre et en est sortie. Mon supérieur, Raymond, fit preuve de compréhension quand je lui expliquai la situation. Il me dit de prendre tout le temps nécessaire, que les projets pouvaient attendre. Il organisa même une collecte parmi les collègues pour m'aider à supporter les frais supplémentaires de vivre pratiquement à l'hôpital. Ce geste, de la part de personnes avec qui je ne partageais que quelques heures de travail et un café de temps en temps, contrastait douloureusement avec l'absence de ma propre famille. Le lendemain, ma mère appela, comme elle l'avait vaguement promis. La conversation fut brève et superficielle. Elle me demanda comment allait Matteo, mais d'une manière où l'on ne cherchait pas vraiment à écouter la réponse complète. Lorsque je lui exposai les détails médicaux, les tubes, les machines, l'incertitude déchirante, je sentis sa patience s'effriter. « Eh bien, ma fille, il faut avoir foi », finit-elle par dire, comme si la foi pouvait remplacer sa présence. Elle me confia qu'elle avait visité la cathédrale de Saint-Jacques ce matin et que Carmen avait acheté un joli bracelet en argent dans une boutique du vieux quartier. Je n'insistais même pas sur les détails. Que pouvaient compter des souvenirs quand mon fils restait inconscient? Les appels suivants suivirent le même schéma. Bref, superficiel, presque protocolaire. Pas une seule fois ils ne suggérèrent d'interrompre leurs vacances. Pas une fois ne me demandèrent-ils si j'avais besoin de quoi que ce soit, d'argent, de vêtements propres, de nourriture maison ou simplement d'une étreinte. C'était comme si ma tragédie se produisait dans une dimension parallèle, à peine interférente avec leur réalité de restaurants étoilés et de balades sur la plage. Parfois, quand le silence de la chambre d'hôpital devenait insupportable, uniquement interrompu par le bip régulier des machines, je me surprenais à parler à Matteo au sujet de cette déception. Je lui racontais, comme s'il pouvait m'entendre,
Comment sa grand-mère avait préféré choisir une excursion dans l'Eria plutôt que d'être auprès de son petit-fils hospitalisé. Comment sa tante Carmen postait des photos de paella et de coucher de soleil pendant qu'il luttait pour sa survie. Une partie de moi se sentait coupable d'imposer ses ressentiments sur mon fils inconscient, mais une autre avait besoin de les exprimer, de les prononcer pour les rendre tangibles, afin de ne pas sombrer dans l'obsession de penser que j'étais injuste, que j'exagérais l'indifférence de ma famille. Au 5e jour, quelque chose changea. J'étais assise près du lit de Matteo, lui lisant à voix haute un chapitre de son livre préféré, Le Hobby, quand j'aperçus un léger mouvement dans ses doigts. Ce fut presque imperceptible, j'aurais pu m'imaginer que c'était le fruit de mon esprit, mais je laissai tomber le livre et me penchai sur lui, prenant sa main entre les miennes. « Matteo ? Mon chéri, m'entends-tu » demandai-je, le cœur battant si fort que j'aurais cru qu'il résonnait dans toute la pièce. Il n'y eut pas de réponse, mais quelques secondes plus tard, ses doigts se remirent à bouger, cette fois de manière plus nette. J'appuyai si fort sur le bouton d'appel que je me blessai le pouce. Lucie apparut en quelques instants, suivie de près par un médecin que je ne connaissais pas, un jeune homme aux lunettes et à la barbe naissante. Ils examinèrent Matteo, vérifièrent les moniteurs et réalisèrent des tests de réaction aux stimuli. « C'est une bonne nouvelle », déclara enfin le médecin. Cela indique une activité cérébrale, une réponse aux stimuli externes. Mais il reste dans le coma. Ces mouvements sont des réflexes, ils n'annoncent pas forcément une conscience. Pour moi, ce minuscule geste était un miracle, la première fissure dans la muraille de désespoir qui m'avait enveloppé pendant près d'une semaine. Quand on me força finalement à sortir de la chambre, je contactai ma mère, le cœur débordant de cette petite lueur d'espoir que je devais partager. Au 6e sonnerie, sa voix arriva, mêlée au bruit de fond d'un restaurant ou d'un bar. Je lui racontai ce qui s'était passé, insufflant dans ma voix toute l'émotion que je ressentais. Un silence se fit, puis, « Je suis tellement contente pour toi, ma fille. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?» Sa réponse, bien que correcte, manquait de la chaleur attendue, ressemblant à l'anecdote banale d'un événement insignifiant. Au loin, j'entendis mon neveu Javier poser une question au sujet du dessert, et ma mère raccrocher brièvement pour lui répondre. Quand elle revint sur la ligne, son attention était déjà divisée. « Je dois te laisser, Anna. Nous sommes sur le point de commander le dessert et Carmen veut que je goûte la tarte de Santiago de cet endroit, elle dit que c'est la meilleure de Bretagne. » Je raccrochai en sentant la bulle d'allégresse se dégonfler lentement. Elle n'avait même pas suggéré que, vu ce petit changement significatif, il pourrait envisager de revenir plus tôt. Elle n'avait même pas demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de quoi que ce soit. C'était comme si mon monde et le leur, jadis unis, obéissaient désormais à des lois physiques radicalement différentes. Ce soir-là, alors que j'essayais de trouver le sommeil dans ce fauteuil inconfortable de la salle des proches, mon téléphone vibra pour signaler une notification. C'était un message de Carmen, une photo de groupe prise à bord d'un bateau touristique, tous vêtus de gilets de sauvetage orange vif, verre de vin en main et sourire radieux. Le texte disait « Excursion sur la Ria d'Arosa ». La vie se vit à fond. Flûte à champagne bateau #famille Lefebvre #vie pleine tu ne l'oublieras jamais, ce dernier hashtag, cette invitation à ne rien manquer, à privilégier le plaisir par-dessus tout, me frappa comme une claque. Que m'étais-je, pardonné ? Être auprès de mon fils dans le moment le plus critique de sa vie. Je ne répondis pas au message. Je rangeai mon téléphone dans mon sac, refusant tout rappel de cette douloureuse évidence. Le fossé entre ma famille et moi dépassait de loin les kilomètres séparant Paris de la Bretagne. C'était une distance émotionnelle que, je craignais, il serait impossible de combler une fois cette épreuve terminée. Les jours suivants se déroulèrent dans une dualité étrange. D'un côté, de légères améliorations dans l'état de Matteo, des mouvements réflexes plus marqués, des variations subtiles de ses constantes vitales que les médecins interprétaient comme encourageantes. De l'autre, la certitude grandissante que j'affrontais cette crise pratiquement seule. Ma mère et Carmen appelaient de moins en moins. Leurs messages se faisaient de plus en plus espacés, superficiels. Comme si, à mesure que leurs vacances avançaient, ma tragédie s'effaçait peu à peu dans leur esprit, réduite à un simple murmure lointain et gênant. Un après-midi, alors que j'attendais dans le jardin intérieur de l'hôpital l'heure de la visite, je reçus un message d'un numéro inconnu.
C'était Michel, l'ex-mari de Carmen et père de mon neveu Javier. Anna, je viens d'apprendre pour Matteo, écrivait-il. Carmen ne m'en avait rien dit. Je suis à Lyon pour le travail, mais je peux venir à Paris demain si tu as besoin de quoi que ce soit. N'hésite pas à me demander. Ce message, venant de quelqu'un qui, techniquement, ne faisait plus partie de la famille et n'avait aucune obligation envers Matteo ou moi, me toucha jusqu'aux larmes. Je le remerciai en lui disant que son offre signifiait beaucoup, sans pour autant interrompre son travail. Cette nuit-là, dans la solitude de la salle des proches, je réfléchissais à la nature des liens familiaux. J'avais toujours supposé que le sang était plus épais que l'eau, que les liens familiaux étaient les plus forts, les plus inconditionnels. Mais la réalité démontrait le contraire. Ma véritable famille, en ces moments, était Lucie, l'infirmière qui, bien que peu me connaissant, trouvait toujours un moment pour un geste aimable, Raymond et mes collègues, qui s'étaient mobilisés pour m'aider financièrement, même Michel, cette ex-familiale qui avait montré plus de sollicitude que ma propre mère. La famille n'est pas forcément celle avec qui on est, mais celle que l'on choisit, m'avait un jour dit une amie après un divorce douloureux. À l'époque, cette phrase m'avait paru un réconfort facile, presque cliché. Aujourd'hui, j'en comprenais la profonde vérité. Dans l'adversité, les vrais liens se révèlent, et ils ne coïncident pas toujours avec ceux tracés par l'arbre généalogique. Au 8e jour d'hospitalisation, je commençais à percevoir un étrange changement dans les communications avec ma famille. Leurs messages, déjà rares, prirent un ton différent. Ma mère m'appela en fin de matinée, chose inhabituelle car elle le faisait habituellement dans l'après-midi, une fois leurs activités touristiques terminées. « Anna, comment ça va ?» demanda-t-elle, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'entendis une note de réelle inquiétude dans sa voix. « Pas pour Matteo », me rendis-je compte immédiatement, mais pour autre chose. « Ça va », répondis-je sèchement. Les médecins disent que l'inflammation diminue, mais il n'y a toujours aucun signe qu'il se réveillera bientôt. Je suis soulagée, dit-elle distraitement, puis corrigea, je veux dire, je suis heureuse que l'inflammation baisse. Dis-moi, as-tu vu les nouvelles aujourd'hui ? La question me déstabilisa. Dans ma bulle hospitalière, je ne suivais presque plus le monde extérieur. Non, pourquoi ? Un silence bref, chargé d'une signification que je ne parvenais pas à déchiffrer. Ce n'est rien en particulier. C'est juste qu'hier, il y a eu un accident non loin d'ici. Un bus touristique a quitté la route sur la côte de la Mort. 3 personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été grièvement blessées. Je marmonnais une phrase de circonstance sur l'horreur de l'accident, sans comprendre pourquoi ma mère me racontait cela. Elle n'avait jamais été du genre à prendre plaisir à partager des nouvelles tragiques. Ce qui est curieux, poursuivit-elle d'une voix légèrement tremblante, c'est qu'hier, nous étions sur le point de réserver cette même excursion. Carmen voulait y aller, mais finalement, nous avons préféré rester à Fisterra parce que Javier avait mal au ventre. Un frisson parcourut mon dos. Ce n'était pas seulement le soulagement instinctif d'avoir échappé de justesse à une tragédie, mais la peur, une peur primitive, presque superstitieuse. Quelle chance, commentai-je, sans savoir quoi ajouter. Oui, la chance, répéta-t-elle, puis, à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue, ou peut-être que ce n'était pas qu'une question de chance. Carmen dit que c'est absurde, mais je ne peux m'empêcher de penser, c'est comme si quelque chose nous protégeait ou nous punissait. Punissait ? Qui donc ? Ceux du bus, évidemment, répondit-elle trop vite. C'est une façon de parler. Bon, il faut que je te laisse. Je te rappellerai plus tard. Elle raccrocha avant que je ne puisse réagir. Je restai là, le téléphone en main, déconcertée par cette conversation étrange. Ma mère, superstitieuse ? C'était la même femme qui se moquait des voisines consultant leur horoscope, qui considérait les cierges dans les églises comme un gaspillage, qui qualifiait de baliverne toute mention d'énergie ou de destin. Je n'y pensais plus longuement. Il y avait des choses bien plus importantes en jeu, comme la légère élévation de la température de Matteo, surveillée par les médecins depuis la nuit précédente. Probablement une petite infection, m'avait rassuré le docteur Legrand. C'est courant chez les patients intubés. Nous avons déjà ajusté les antibiotiques. Le lendemain, Carmen m'envoya un message qui raviva mon inquiétude.
Ce n'était pas un simple texto, mais une photo, l'image d'une statue de la Vierge dans ce qui semblait être une petite chapelle rurale en pierre. Elle y ajoutait, en légende, pour Matteo. Et pour nous. Carmen, que je croyais tout aussi peu religieuse que le reste de la famille, allumant des cierges dans une chapelle? Priant non seulement pour Matteo mais aussi pour nous? Je répondis simplement, merci, incertaine de ce qu'il fallait remercier exactement. Sa réponse arriva presque aussitôt, tout va bien chez toi? La question semblait chargée d'un sous-texte que je n'arrivais pas à décrypter. Dans la mesure du possible. Et chez vous? Elle mit un long moment avant de répondre, puis, plus ou moins. Ravière souffre toujours de maux d'estomac. Et ce matin, maman est tombée sous la douche de l'hôtel. Quelques contusions, mais cela nous a bien fait peur. Je lui exprimai mon inquiétude et lui demandai si elle avait besoin de quelque chose. Un bref, non, merci, suivi, puis un long silence, avant qu'elle m'envoie un message qui me laissa encore plus perplexe. Parfois, je pense que nous devrions rentrer à Paris dès maintenant. Voilà qui m'étonna. Après des jours à insister pour ne pas interrompre leurs vacances, Carmen suggérait maintenant un retour anticipé? Quelque chose clochait. Y a-t-il autre chose que vous ne me dites pas? Demandai-je directement. Non, non, rien du tout. C'est juste que, il s'est passé quelques incidents bizarres. Probablement des coïncidences. Tu connais maman et ses superstitions quand elle est nerveuse. Cette réponse me laissa complètement désemparée. Ma mère, la femme la plus pragmatique que je connaisse, développant des superstitions? Quel genre de choses bizarres, insistai-je. Rien d'important. De petits accidents, des objets qui disparaissent, ce genre de choses. Des bêtises, vraiment. Oublie ce que je t'ai dit. Comment va Matteo aujourd'hui? Le changement de sujet était si flagrant que je décidai de ne plus insister, du moins par message. Je donnai une brève mise à jour sur l'état de Matteo et laissai la conversation en suspens, mon esprit désormais partagé entre l'angoisse pour mon fils et la curiosité grandissante quant aux événements qui se déroulaient en Bretagne. Ce soir-là, Lucie me trouva dans la salle des proches, fixant mon téléphone éteint. Elle s'assit à mes côtés pendant sa pause, m'offrant un café de machine que j'acceptai d'emblée. « Tu as l'air d'être à des milliers de kilomètres d'ici », commenta-t-elle en soufflant sur son propre café. Sans trop savoir pourquoi, je me retrouvai à lui raconter ces conversations étranges avec maman et Carmen. Peut-être parce que Lucie, presque inconnue, me semblait moins intimidante pour partager ses inquiétudes qui paraissaient ridicules même quand je les exprimais à voix haute. Ma grand-mère dirait que c'est le mauvais œil, dit Lucie avec un demi-sourire une fois que j'eus fini. Voyant mon air perplexe, elle expliqua, c'est une croyance bretonne. Si tu souhaites du mal à quelqu'un avec suffisamment d'intensité, surtout si ce sentiment naît d'une douleur profonde, tu peux attirer la malchance sur cette personne. Ma grand-mère venait d'un village près de Saint-Brieuc. Elle avait mis l'histoire de voisins tombant malades après avoir causé du tort aux autres. Je n'ai souhaité de mal à personne, protestai-je, bien que je repensasse aux nuits passées aux côtés de Matteo, lui murmurant combien je me sentais abandonnée par ma famille, combien je voulais qu'il comprenne et ressente, ne serait-ce qu'un peu, ma douleur. Lucie haussa les épaules. Je ne dis pas que c'est réel. Je dis juste que si ta mère est bretonne, ou a passé du temps en Bretagne, elle a peut-être entendu de telles histoires. La Bretagne est pleine de superstitions, surtout dans les zones rurales ou côtières comme Finistère. La côte de la mort ne s'appelle pas ainsi par hasard. Ma mère n'est pas bretonne, et à ma connaissance, elle n'a jamais été superstitieuse, répliquai-je. Et je ne crois ni aux malédictions ni au mauvais œil. Moi non plus, dit Lucie en se levant pour retourner à son travail. Mais la peur existe, et elle est contagieuse. Quoi qu'il se passe, il semble que cela les ait effrayés au point de recourir aux cierges et aux prières. Qui sait, peut-être est-ce une bonne chose. Bonne? Dans quel sens? Parfois, nous avons besoin de quelque chose qui nous secoue, qui nous fait voir ce qui est vraiment important, répondit-elle. La peur peut être un grand professeur. Ces mots me suivirent durant le reste de la nuit, se mêlant aux rêves agités où ma famille était. Pourchassée par des ombres indistinctes, pendant que j'observais, impuissante, ne pouvant ressentir rien d'autre qu'un étrange mélange d'inquiétude et de satisfaction. Le lendemain matin,
je reçus un email de ma cousine Hélène, qui vivait à Brest et que je n'avais pas vue depuis des années. L'objet était succinct: qu'est-ce qui se passe? Le corps du message encore plus bref: je viens de recevoir un appel de ma tante. Elle est effrayée par quelque chose qu'elle n'a pas voulu m'expliquer clairement. Est-ce que cela concerne Mathéo et toi? Appelle-moi. Je n'eus pas le temps de répondre. À ce moment précis, le docteur Legrand apparut dans la salle d'attente, le visage fermé, et m'invita à le suivre. Mon cœur fit un bond, pressentant de mauvaises nouvelles concernant Mathéo. Votre fils a montré une réaction aux stimuli douloureux ce matin, m'informa-t-il en nous dirigeant rapidement vers l'USI. C'est une bonne nouvelle, cela indique une activité cérébrale plus profonde. Nous souhaitons réaliser quelques examens supplémentaires. Entre l'excitation de cette amélioration et la préparation des nouveaux tests, l'étrange email d'Hélène et les préoccupations de ma famille passèrent au second plan. Ce n'est qu'une fois revenu dans la salle des proches, quelques heures plus tard, que je me rappelai de l'appeler. Hélène décrocha dès le premier son, comme si elle attendait mon appel. Anna, enfin. Qu'est-ce qui se passe? La tante m'a appelé ce matin, pratiquement hystérique, me demandant si je savais quelque chose sur, je ne sais pas, des malédictions ou de la sorcellerie. Tu te rends compte? Ta mère parlait de sorcière. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas en dire plus et qu'elle t'appellerait. Est-ce qu'elle a perdu la tête ou quoi? Je ne savais que répondre. L'image de ma mère, toujours si rationnelle, évoquant la sorcellerie, était absurde au point d'en devenir presque risible. Et pourtant, cela collait étrangement avec les conversations bizarres des derniers jours. Je ne sais pas, Hélène, finis-je par répondre. Elle se comporte de façon étrange depuis quelques jours, mais je pensais que c'était le stress, ou la culpabilité de ne pas être avec Mathéo. Je lui exposai brièvement l'accident de mon fils, surprise de constater que personne ne s'était donné la peine d'informer le reste de la famille élargie. Mon Dieu, Anna! Je n'avais aucune idée. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? L'indignation dans sa voix était sincère. Honnêtement, je n'y ai pas pensé, admis-je. Je n'ai presque pas pu penser clairement depuis que tout cela est arrivé. Je comprends, dit-elle d'une voix douce. Comment va-t-il maintenant? Il y a eu quelques améliorations. Aujourd'hui, il a réagi aux stimuli douloureux, ce qui montre une plus grande activité cérébrale. Mais il reste dans le coma. Un silence s'installa de l'autre côté, puis, la tante m'a dit quelque chose au sujet de Ravière, qu'il serait à l'hôpital pour une appendicite ou quelque chose du genre. Mais l'étrange, ce n'est pas cela, c'est la façon dont elle l'a raconté. Elle a dit que c'était une partie de la séquence. C'étaient ses mots exacts. As-tu la moindre idée de ce qu'elle voulait dire? Un frisson plus intense que lors de ma conversation avec ma mère me traversa. Ravière est hospitalisé? On ne m'avait rien dit. D'après ce que j'ai compris, cela s'est produit la nuit dernière. Apparemment, il avait des douleurs depuis plusieurs jours, que tout le monde attribuait à une indigestion, puis cela s'est soudainement aggravé. Carmen et lui sont à l'hôpital de Saint-Jean. Ta mère est restée à l'hôtel car elle ne se sentait pas bien. J'essayais de remettre de l'ordre dans mes pensées. Pourquoi ne m'avait-on pas informé? Et surtout, à quoi faisait-elle référence par la séquence? Hélène, pourrais-tu me rendre un service? Je sais que nous nous voyons peu, et c'est beaucoup demandé, mais pourrais-tu aller à Finistère pour voir comment va maman? Cette situation me paraît inquiétante. Je suis déjà en route, répondit-elle sans hésiter. J'ai demandé à mon bureau de me libérer dès que j'aurai parlé avec elle. Il y a quelque chose dans sa voix qui m'a fait peur, Anna. Je ne l'ai jamais entendue ainsi. Je la remerciai pour son initiative et nous raccrochâmes en nous promettant de rester en contact. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. Un numéro inconnu s'afficha. Madame Dubois? Ici Maïté, infirmière de l'hôpital clinique de Saint-Éloi à Compiègne. Je vous appelle concernant Carmen Lefebvre. Vous figurez comme sa personne à contacter en cas d'urgence. Mon cœur s'emballa. Oui, c'est ma demi-sœur. Que s'est-il passé? Elle a fait un malaise en accompagnant son fils, qui est hospitalisé chez nous. En tombant, elle s'est cognée la tête contre le bord d'une table.
Elle présente une contusion et nous effectuons des examens pour écarter toute complication. Est-elle consciente? Puis-je lui parler? Pour le moment, elle est sous sédation pendant que nous lui réalisons un scanner cérébral. Son fils est stable, il a été opéré d'une appendicite sans incident. Serait-il possible qu'un membre de la famille vienne les accompagner? Madame Lefebvre a évoqué votre mère, mais nous n'avons pas réussi à la joindre. Je résumai brièvement la situation et expliquai que ma cousine Hélène se dirigeait de Brest. Je notai les coordonnées de l'hôpital et promis de rester informé. À peine avais-je raccroché que Lucie apparut à l'entrée de la salle des proches. Anna, le docteur Legrand souhaite vous voir. Les résultats des examens de Mathéo sont arrivés. Je le suivis dans les couloirs familiers, le cœur partagé entre l'inquiétude pour mon fils et l'angoisse des événements qui se déroulaient en Bretagne. Le docteur Legrand m'attendait près du lit de Mathéo, affichant pour la première fois depuis des jours une prudente note d'optimisme. Les examens montrent une activité cérébrale nettement supérieure, expliqua-t-il. L'inflammation a suffisamment diminué pour que nous envisagions de réduire progressivement la sédation dans les jours à venir. S'il répond bien, nous pourrions observer bientôt des signes de conscience. Une vague de soulagement m'envahit, si intense que je dus m'agripper au bord du lit pour ne pas vaciller. Cela signifie-t-il qu'il va se réveiller? Il est encore trop tôt pour l'affirmer avec certitude, répondit-il avec sa prudence habituelle. Mais les indicateurs sont positifs. Son cerveau présente des schémas compatibles avec une récupération progressive. Cependant, je dois vous avertir que, même s'il se réveille, des séquelles pourraient subsister. Nous ne connaîtrons leur ampleur qu'en temps voulu. J'acquiesçai, absorbant ces informations. Pour la première fois depuis presque 2 semaines, j'éprouvais un semblant d'espoir. Un espoir fragile, conditionné, mais réel. Les heures suivantes, je restais auprès de Mathéo, lui parlant, lui annonçant la bonne nouvelle, évitant délibérément de mentionner les événements étranges concernant ma famille. Une partie de moi craignait qu'en abordant ce sujet, je ne vienne contaminer l'atmosphère de guérison que je m'efforçais de créer pour mon fils. Ce fut alors qu'en racontant une anecdote banale sur un chat errant adopté par le personnel de la cafétéria, Mathéo ouvrit les yeux. Ce ne fut pas un réveil brusque et dramatique comme dans les films, ses paupières se soulevèrent lentement, comme si chaque mouvement demandait un effort titanesque. Son regard, d'abord embrumé, se fixa sur moi. Un éclair de reconnaissance traversa ses yeux, et je retins mon souffle. « Mathéo » murmurai-je, incapable d'élever davantage ma voix par l'émotion qui nouait ma gorge. « Mon chéri, m'entends-tu » Ses lèvres se mirent à bouger, sans qu'aucun son ne s'en échappe. Le tube d'intubation, certes plus fin qu'avant, l'empêchait toujours de parler. Mais il hocha la tête, un mouvement à peine perceptible qui confirmait l'impossible. Mathéo était réveillé, conscient, et il me reconnaissait. Je fis tomber le bouton d'appel avec une telle force que je crus l'avoir brisé. Pendant les quelques secondes que le personnel m'y arrivait, je serrai la main de mon fils entre les miennes, lui murmurant des mots d'encouragement et d'amour, tandis que mes larmes roulaient librement sur mes joues. Ce qui suivit fut un véritable tourbillon d'activités médicales. Infirmières et médecins se succédaient, réalisant examens, posant des questions, ajustant les équipements. On me demanda de patienter à l'extérieur, mais je refusai catégoriquement. Après 2 semaines d'éveil constant, je ne pouvais me résoudre à me séparer de Mathéo au moment même où il revenait enfin. Le docteur Legrand, comprenant ma détermination, me permit de rester dans un coin de la chambre pendant qu'il terminait son évaluation. « Votre fils montre une réponse neurologique étonnamment bonne », me confia-t-il dès qu'il eut un moment pour parler. « Il reconnaît les personnes et les objets, comprend des instructions simples, et bouge ses membres. Si cela continue ainsi, nous pourrions envisager de retirer le tube d'intubation des 2 mains. » C'était plus que ce que j'avais osé espérer. Une fois seul, Mathéo et moi, je m'assis à nouveau à côté de son lit et pris sa main. Il serra la mienne faiblement, et dans ce geste simple se trouvait une communication plus riche que 1000 mots. C'est à ce moment précis que mon téléphone se mit à sonner. C'était Hélène. « Anna » dit-elle d'un ton qui laissait présager de mauvaises nouvelles, Carmen a rechuté. Les médecins indiquent qu'il y a eu une nouvelle hémorragie cérébrale. On la prépare pour une nouvelle opération. Ta mère est au bord du gouffre,
elle ne cesse de répéter que c'est de sa faute, que c'est le châtiment pour t'avoir abandonné. Je pense qu'elle a besoin d'une aide professionnelle, Anna. Je regardais Matteo, qui m'observait de ses yeux fatigués mais vigilants. Dans son regard, une stabilité retrouvée, une présence qui, quelques minutes auparavant, n'existait plus. Et à cet instant, tout devint limpide dans mon esprit. Toutes les superstitions, toutes les peurs de ma mère, cette idée d'une vengeance cosmique, n'étaient que peur et culpabilité amplifiées par le hasard et le stress. La vie ne fonctionne pas ainsi. L'univers n'est pas un comptable qui ajuste les dettes morales. Dis à ma mère que Matteo s'est réveillé, répondis-je d'une voix ferme. Qu'il est conscient, qu'il me reconnaît, et que les médecins sont optimistes. Et dis-lui aussi que je leur pardonne, à tous. Vraiment, demanda-t-elle, surprise tant par la nouvelle du réveil de Matteo que par mes paroles de pardon. Oui, confirmai-je, sentant un poids se dissiper dans ma poitrine, une dureté que je portais sans m'en rendre compte. Ce qui arrive à Carmen est terrible, mais cela n'a rien à voir avec moi ou avec mes pensées. Ce ne sont que de tragiques coïncidences. Il n'y a ni malédiction, ni châtiment divin. Juste la vie, avec toute son imprévisibilité cruelle. Un silence suivit, puis Hélène murmura, « Je transmettrai ton message. Je pense que cela leur fera du bien. À nous tous. » Après avoir raccroché, je me tournai vers Matteo, toujours là, m'observant de ses yeux qui m'avaient tant manqué. Il me sourit faiblement, malgré le tube, et je lui rendis son sourire à travers mes larmes. « Tu vas t'en remettre, lui dis-je, et pour la première fois depuis 2 semaines, je le croyais vraiment. Nous allons surmonter cela ensemble. » Les jours suivants furent marqués par une amélioration progressive de l'état de Matteo et par des nouvelles mitigées en Bretagne. Carmen survécut à sa seconde opération, mais les médecins prévoyaient un long chemin de rétablissement semé de complications. Ma mère, selon Hélène lors de nos appels quotidiens, semblait trouver un certain réconfort dans la nouvelle du réveil de Matteo et dans mes paroles de pardon. Elle avait abandonné bon nombre de ses excès superstitieux, bien qu'elle insistât encore pour un retour immédiat à Paris. Une semaine après le réveil de Matteo, alors qu'on lui avait retiré la plupart des tubes et qu'il avait été transféré dans une chambre ordinaire, une visite inattendue eut lieu. Ma mère se tenait à la porte, l'air épuisé et considérablement plus amaigri que la dernière fois que je l'avais vue. À ses côtés, Ravière, mon neveu, toujours pâle après son opération. « On peut entrer ?» demanda-t-il timidement, une attitude que je n'avais jamais associée à ma mère. Je jetai un regard à Matteo qui hocha la tête. Sa capacité à parler revenait peu à peu, même s'il préférait encore communiquer par gestes quand c'était possible. Ma mère s'avança vers le lit, hésitante, comme si elle redoutait que le sol ne s'ouvre sous ses pieds à tout moment. Elle s'arrêta à 1 mètre de distance, incapable d'approcher davantage. « Comment vas-tu, Matteo ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Meilleur » répondit-il d'un ton rauque, l'un des effets secondaires de l'intubation prolongée. Ma mère hocha la tête, puis tourna son regard vers moi. Tant de vulnérabilité, de honte et de remords dans ses yeux me firent sentir qu'une partie de moi se brisait et se recomposait en même temps. « Je suis désolée, Anna. Vraiment désolée de n'avoir pas été là, de ne pas avoir compris. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour, mais... » « Je t'ai déjà pardonné, » l'interrompis-je, avec une assurance qui nous surprit toutes les deux. « Je vous pardonne à toutes. La vie est trop fragile, trop imprévisible pour que l'on s'entête à garder rancune. » Elle éclata en sanglots silencieux, profonds et bouleversants, secouant tout son être. Ravière s'approcha, posant un bras autour d'elle, me lançant un regard empreint de gratitude. « Et Carmen, comment va-t-elle » demandai-je dès que ma mère se calma. « Stable. Ils l'ont transférée dans un hôpital de Paris pour poursuivre sa rééducation. Les médecins disent qu'avec une kinésithérapie intensive, elle pourrait retrouver une bonne partie de sa mobilité, mais cela prendra du temps. » J'acquiesçai, sincèrement soulagée. Malgré tout, je ne souhaitais pas que Carmen souffre davantage. Le ressentiment que j'avais éprouvé s'était évanoui quelque part entre le désespoir initial et le réveil de Matteo. « Je resterai à Paris », annonça alors ma mère. « J'ai loué un appartement à proximité pour pouvoir t'aider dès que Matteo sera sorti, et pour visiter Carmen régulièrement. Si tu permets, bien sûr. »
Ça me serait d'une grande aide, admis-je. Ces 2 semaines à l'hôpital avaient épuisé mes ressources physiques, émotionnelles et financières. La perspective d'affronter seule la rééducation de Matteo était écrasante. Ma mère s'approcha prudemment et saisit ma main dans la sienne. « Je ne te laisserai plus jamais tomber », promit-elle. Et ni toi, ni moi. Cette nuit-là, après le départ de ma mère et de Ravière, je restais là, observant Matteo dormir. Son visage avait retrouvé un peu de couleur, et ses rêves semblaient paisibles. Le chemin à parcourir serait difficile, les médecins prévenaient de possibles troubles de la mémoire, de la concentration, d'une faiblesse musculaire et d'autres séquelles du traumatisme crânien, mais au moins, nous ne serions plus seuls. Je pensais à Carmen, à sa bataille pour se rétablir dans un autre hôpital. Je pensais à ma mère et à sa transformation, passant de l'indifférence au profond regret. Je repensais à la série d'événements terribles qui avaient redessiné la carte de nos relations familiales, exposant des fractures longtemps cachées, tout en laissant entrevoir la possibilité de les réparer. Je ne croyais pas aux malédictions ni aux vengeances cosmiques. Mais je croyais en la capacité de la douleur à nous transformer, à nous forcer à confronter des vérités difficiles sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Parfois, il faut traverser l'obscurité la plus totale pour redécouvrir la valeur de la lumière. Matteo se mit à bouger en dormant, murmurant quelque chose d'inintelligible. Je caressai ses cheveux, qui repoussaient désormais là où ils avaient été rasés pour l'opération, et ressentis une vague de gratitude si intense qu'elle en faisait mal. Malgré toute la souffrance, malgré la trahison et la solitude, il était là. Il était revenu de cet abîme où il avait été enfermé pendant 2 semaines. Et moi, d'une certaine manière, j'étais aussi revenu de mon propre lieu d'ombre. « Je t'aime », murmurai-je, sachant que, même s'il ne pouvait m'entendre consciemment, quelque part, Matteo enregistrerait mes mots, leur ton, leur intention. Dehors, Paris suivait son rythme effréné, indifférent à nos drames intimes. La vie continuait, implacable dans sa normalité. Pour nous, notre petite famille brisée et recomposée, tout avait changé. Nous avions traversé le feu, d'une manière ou d'une autre, nous avions survécu. Transformés, marqués, mais vivants. Et pour l'instant, cela suffisait. Ce fut la première nuit, depuis l'accident, où je dormis profondément, sans cauchemar ni sursaut. Au matin, en me réveillant avec le cou endolori par la position inconfortable dans le fauteuil près du lit de Matteo, la première chose que je vis fut ses yeux, grands ouverts et clairs, me regardant avec une lucidité retrouvée depuis son réveil. « Bonjour, maman », dit-il d'une voix encore rauque mais plus assurée que la veille. « Bonjour, mon chéri », répondis-je, sentant l'émotion m'étouffer la gorge. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, et l'inquiétude sincère dans sa voix, sa capacité à penser à mon bien-être malgré sa situation, me toucha profondément. « Maintenant, oui », répondis-je avec franchise. « Je vais parfaitement bien. » Et c'était vrai. Malgré tout ce que nous avions traversé, malgré tout ce que nous devions encore affronter, en cet instant précis, avec la lumière de l'aube filtrant par la fenêtre de l'hôpital et le regard de mon fils posé sur le mien, j'éprouvais une paix que je n'avais pas connue depuis des semaines. Une paix qui ne venait pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude qu'ensemble, quoi qu'il arrive, nous trouverions le moyen de nous en sortir. Ensemble.